Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Varoise pour une nouvelle émission des dossiers. Aujourd'hui, nous allons évoquer la laïcité, ce concept typiquement français inscrit dans notre Constitution. La question qui se pose aujourd'hui autour de la laïcité, c'est la laïcité, est-ce le monde d'avant? La laïcité, est-ce le monde d'après? Nous venons de fêter le 115e anniversaire de la laïcité. Elle est inscrite dans notre Constitution, dans son article 1er qui précise, je cite, « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Ces mots ont un sens précis et ne devraient souffrir d'aucune interprétation. Pourtant, depuis un peu plus de 20 ans, et l'émergence d'un islamisme dit radical, qui tente d'imposer la religion musulmane comme système politique au sein des nations, des problèmes ont commencé à surgir concernant le principe de laïcité français. Le port du voile, le burkini, l'alimentation, grosso modo tous les interdits religieux, ont fait polémique. La réponse des divers pouvoirs exécutifs a été hésitante en plusieurs circonstances, ce qui a induit probablement un trouble dans la population et conforté les extrémistes dans leur stratégie. En tout état de cause, au fil des ans, la situation se tend. Les attentats sporadiques mais spectaculaires entretiennent la défiance. Et il y a un mois environ, c'est un enseignant qui a perdu la vie dans des conditions atroces. Juste parce qu'il a simplement fait son métier, qui consiste à éclairer l'esprit de ses jeunes élèves. Ce drame a fait revivre le mythe des hussards de la République. Mais au-delà du cérémonial et du recueillement d'alors, quelles ont été les décisions concrètes ? Car il semble qu'il y ait urgence à traiter ce sujet. Pour nous parler de laïcité, nous recevons aujourd'hui M. Patrice Decorte, président du comité 1905 à Draguignan pour l'ensemble du Var. M. Decorte, est-ce qu'on peut appeler un militant de la laïcité? M. Decorte, bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de la laïcité, pour laquelle je doute que tous les citoyens sachent véritablement ce qu'elle signifie et quelle est son histoire. Vous pouvez nous en parler ? Oui, très volontiers. Alors bonjour, et bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est sûr que la laïcité, d'après les derniers sondages qu'on a pu avoir, 88% des Français y sont très attachés. C'est les derniers résultats qu'on a. Et également, je voudrais faire allusion à la manifestation du 11 janvier 2015, qui a suivi les attentats de Charlie Hebdo, où ce sont plus de 4 millions de citoyens français qui sont descendus dans la rue, ce qui ne se voit pas tous les jours, ce qui ne s'était pas vu depuis très très longtemps. Et donc, ces 4 millions de citoyens ont exprimé leur attachement à la liberté d'expression, à la liberté de conscience, et à la laïcité du même coup, puisque la laïcité, c'est essentiellement cela. Alors, quand vous dites que bon nombre de Français ne savent pas forcément exactement de quoi il s'agit, je pense que cette manifestation du 11 janvier a été démonstrative du fait que, malgré tout, oui, ils savent de quoi il s'agit, même si les gouvernants de l'époque n'ont pas du tout tiré les leçons et ont fait exactement l'inverse quelques semaines, quelques jours plus tard, et même le jour même, en fréquentant les lieux de culte qu'ils n'avaient pas à fréquenter, et nous y reviendrons sans aucun doute. Alors, la laïcité, elle est souvent attaquée, donc on y reviendra là aussi, on l'accuse de tous les maux, mais je voudrais dire très fermement que c'est une loi de liberté. Pour moi, la laïcité, c'est égal à liberté et c'est égal à démocratie. Donc c'est pas n'importe quoi, et donc c'est sûr qu'il y en a, mais donc ce sont des fachos qui peuvent parfaitement dire on n'en a rien à foutre de la démocratie, rien de la liberté, et donc rien de la laïcité non plus. Mais je pense que dans la population française, la très très grande majorité, ce sont des gens pacifiques, ils veulent la paix civile dans leur pays, ils ne veulent pas d'affrontement, et ils sont, ils sont bien intentionnés. La laïcité, c'est la paix civile. Ça concourt à la paix civile. Ah, tout à fait. Sans laïcité, pour moi, il n'y aurait pas de paix civile. Tout simplement parce que chaque communauté défendrait son point de vue et il y aurait affrontement des communautés. Donc c'est pour ça que la laïcité permet que
je veux dire, tout le monde se mette, se mette sur l'orientation d'une paix civile, même si les échanges peuvent être, sont pas forcément très polis, très policés. Mais bon. Comment elle est arrivée, la laïcité, en 1905 ? Alors, je suppose que le Parlement s'est pas réveillé un matin en disant on va faire une loi sur la laïcité. Non, justement, je voulais en parler parce que c'est très très important. Parce qu'on la traite aussi de liberticide ou d'intolérante, alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Pendant des siècles en France, on a eu la collusion entre la monarchie absolue avec Louis XIV, mais la monarchie d'avant déjà c'était pas mal, et l'Église catholique. Donc l'Église était le pilier de la monarchie, et d'ailleurs le roi était de droit divin, donc la collusion était parfaite pas forcément toujours, mais bon, l'ordre c'était ça. La monarchie appuyait sur l'Église. Et je crois que ce qui est important, c'est que c'est justement en réaction à cet ordre-là, et à la volonté de l'Église catholique de contrôler toute la société, en fait, et notamment les sciences et les scientifiques, que s'est développée l'idée de tolérance. C'est contre l'intolérance de l'Église catholique que s'est développée l'idée de tolérance, et puis ensuite la laïcité, parce que je ne mettrai pas un signe égal, mais on y reviendra plus tard. Et je crois qu'il faut être conscient que je vais prendre deux exemples. Je vais prendre le XVIe siècle, donc de 1500 à 1600, et on a eu à cette époque-là, dans la deuxième moitié de ce siècle, on a eu 8 guerres de religion. 8 guerres de religion donc en France, de 1550 à 1594, qui ont fait entre 300 000 et 2 millions de victimes. Il faut se rendre compte de ce que ça signifie. Ensuite, au siècle suivant, donc au XVIIe, de 1618 à 1648, on a eu ce qu'on appelle la guerre de 30 ans. Alors celle-là, elle n'est pas vraiment connue, des Français. Mais cette guerre donc, qui a plongé l'Europe dans une guerre entre toutes les nations, en gros, a fait disparaître quasiment la moitié de la population de l'Allemagne de cette époque. Donc il faut se rendre compte que ce ne sont pas... la laïcité, elle ne vient pas d'une réunion de métaphysiciens qui auraient décidé que, tiens, c'était pas mal ce truc-là. C'est véritablement la vie, et la vie très problématique des gens de ces époques-là, je veux dire avant la Révolution, qui ont amené la réflexion des philosophes sur la nécessité de tolérance entre tous les humains. Alors, justement, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 commence par son article 1er qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Mais je reviens sur cette première phrase qui est très importante. Elle fonde l'égalité et la liberté de tous les êtres humains. C'est-à-dire que ce n'est pas une instance divine, ce n'est pas une instance monarchique ou religieuse quelconque qui donne la liberté à l'homme, mais c'est sa naissance. C'est de naissance que l'homme est libre. Et c'est quelque chose de fondamental pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, à savoir la laïcité, donc. La laïcité, c'est installé donc à partir de 1905, donc c'est installé au fil du temps. C'est intéressant aussi de serrer, parce que donc ça, vous l'avez évoqué, on essaie de serrer le savoir de la croyance, donc l'impact. Vous avez évoqué l'impact de la croyance sur le savoir. C'était important de serrer les deux. Oui, c'est très important de serrer les deux. On y reviendra peut-être quand on parlera de l'école. Entre le savoir, la science et la croyance, c'est quelque chose de fondamental. Alors, donc, je veux dire, c'est dans la préparation de la Révolution que ces choses-là se mettent en place, notamment la nécessité de la tolérance. Et donc,
Le premier article de la Déclaration des droits de l'homme de 89 est clair. L'humanité est une. Tous les hommes sont libres, naissent libres, sans que ce soit de la volonté d'une instance quelconque, divine ou autre. Alors, entre la Révolution, donc, où il y avait déjà pas mal de choses, il y avait déjà tout quasiment, hein, la séparation de l'Église catholique et de l'État, donc ça y était déjà. Bon, ensuite, les mesures qui ont été prises pour, pour les gens tout à fait normaux, c'est la création de l'état civil. Avant, c'était le curé qui s'occupait de noter les naissances, les mariages, les décès. Maintenant, on met en place un état civil. Ensuite, on instaure le droit au divorce. Et puis, on instaure le mariage civil. Donc, il faut d'abord se marier civilement avant de passer devant le curé, etc., etc. Donc, la Révolution française a déjà mis en place beaucoup de choses. Et donc, il a fallu encore plus de 100 ans pour arriver à la loi de 1905 et à la séparation des églises et de l'État. C'est-à-dire pas seulement l'Église catholique, mais toutes les églises, en fait. C'est pour ça que, bon, par rapport à l'actualité, la loi de 1905, s'occupe de tout. Donc, fallait-il une nouvelle loi? Bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ce n'est pas évident du tout. Elle contenait tout ce qu'il fallait. Il suffisait peut-être de quelques amendements pour la rendre plus opérative et plus actuelle, mais bon, on y reviendra sans doute. Après 1905, donc, les choses se positionnent effectivement de manière plus simple peut-être, et donc la religion catholique se conforme peu à peu, etc. Est-ce qu'on peut dire, au fil du temps, en fait, que la laïcité, elle permet aux religions de se moderniser? Non. Non, parce que la laïcité, la République en l'occurrence, ne doit pas se mêler des affaires religieuses. Il y a séparation. C'est-à-dire qu'il y a indépendance de la République et il y a indépendance des religions qui s'organisent comme elles l'entendent, du moment qu'elles respectent l'ordre public et les lois de la République. Mais donc, non, on ne peut pas dire ça. D'abord, il y a eu une résistance de la religion catholique énorme, je veux dire, par rapport à 1905, il y a eu refus de constituer les associations cultuelles demandées par la loi, et le gouvernement de l'époque a cédé, et on est arrivé à une loi en 1907 qui leur permet de faire en gros ce qu'ils veulent. Mais je veux dire, si l'Église catholique ne réagit pas aujourd'hui très violemment contre la laïcité en France, c'est tout simplement parce que, je veux dire, sans être financés directement, ils sont financés indirectement. On y reviendra là aussi. D'accord. Ils sont financés indirectement par l'école privée, par leur enseignement privé catholique, à 90-95% de l'enseignement privé, et donc ils reçoivent indirectement pas mal de subsides et ils ont beaucoup de passe-droits. D'accord. Depuis une vingtaine d'années, donc, la laïcité refait surface, alors qu'on croyait que c'était quand même quelque chose qui était absolument réglé, dans le sens où ça ne pouvait... c'était pas supposé poser la moindre difficulté. Cependant, effectivement, la laïcité refait surface. D'ailleurs, une des démonstrations, c'est qu'il a été créé un observatoire de la laïcité, donc qui était censé protéger, a priori, c'est le rôle des observatoires, d'observer et de régler les potentielles difficultés. Et à l'intérieur de cet observatoire, on parle d'une laïcité mesurée, donc ce qui laisserait peut-être supposer que la laïcité est elle-même radicale. Êtes-vous un radical de la laïcité ? Je ne suis pas un radical de la laïcité, mais je suis radicalement pour la laïcité. Mais ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que la laïcité n'a rien de violent. La laïcité, c'est un cadre juridique et politique qui permet à tout le monde de vivre et de se développer. Je veux dire, la loi de 1905, en instaurant la séparation, elle instaure la liberté de la République, son indépendance par rapport à toute religion, à tout pouvoir religieux qui voudrait se remettre dans les affaires publiques. Elle instaure la liberté de chaque culte, c'est-à-dire que chaque culte est libre de faire ce qu'il veut, encore une fois en respectant les lois et l'ordre public. Et c'est la liberté de chaque citoyen, c'est ça qui est fondamental, enfin aussi fondamental, c'est la liberté de chaque citoyen. La liberté de conscience, la liberté d'expression est garantie et il ne peut être discriminé d'aucune manière. Donc, c'est quelque chose que ne connaissent pas véritablement les pays qui ne sont pas laïques
ou qui sont sous un régime théocratique, c'est-à-dire où, comme sous l'Ancien Régime en France, on a à la fois les dirigeants du pays qui sont liés aux dirigeants de la religion, et qui travaillent main dans la main et appliquent leur propre politique. Mais en général, c'est contre les libertés. On le voit bien avec les athées qui sont mis en tôle quand ils ne sont pas pendus ou exécutés d'une manière ou d'une autre. Au travers d'un des nombreux articles que vous avez écrits, j'en ai lu quelques-uns, vous dites que les problèmes ne viennent pas de l'application de la laïcité, mais de sa non-application. En effet, parce que appliquer la laïcité, donc comme je viens de l'expliquer, c'est la liberté pour tout le monde. Donc s'il y a des problèmes, c'est qu'on ne l'applique pas. Alors, on ne l'applique pas, et je vais prendre un exemple historique important. En 1905, donc, vote de la loi. Et donc se pose le problème de savoir, puisque à l'époque la France était une république, certes, mais qui possédait de nombreuses colonies, donc, dont l'Algérie, avec 4 ou 5 départements, selon qu'on prend en compte le sud-sud du Sahara ou pas, qui a des fois été compté comme un département ou pas. Et donc, la question se pose, et le Parlement est parfaitement d'accord pour qu'on applique la laïcité en Algérie, puisque je prends cet exemple. Et on a l'habitude de dire, d'entendre dans les médias, etc., que l'islam est une religion nouvelle dans notre pays. C'est totalement faux. Je veux dire, depuis la conquête de l'Algérie en 1830, donc au milieu du 19e siècle, la France se trouve avoir une colonie qui compte 5 millions de musulmans. Enfin, en 1905, ils étaient 5 millions. Et donc, la question, c'est qu'on n'a pas appliqué la loi de 1905 en Algérie. Tout ça parce que le gouverneur, ou je ne sais pas comment ça pouvait s'appeler, enfin les autorités coloniales de l'époque, s'y sont radicalement opposées contre l'avis de l'Assemblée nationale. D'accord. De même qu'ils vont s'opposer à ce qu'on donne à toute la population algérienne, à toutes les personnes vivant en Algérie, le statut de citoyen français. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais si on avait appliqué la loi de 1905 et donné la citoyenneté aux citoyens algériens, oui. Enfin à la population algérienne, on aurait peut-être évité une guerre, tout simplement, et bien d'autres malheurs. Donc, je veux dire, c'est encore un exemple par rapport au fait que la laïcité, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment la paix civile. Oui. Oui. Donc, refuser d'appliquer la loi de 1905 et de donner la citoyenneté, et conserver le dit code indigène, oui. Utiliser les différentes fractions oui. et responsables religieux par-ci par-là, en les arrosant pour qu'ils fassent exactement ce que les autorités coloniales voulaient. C'est ça qu'on a préféré, en fait. C'est intéressant, oui. Ça veut dire qu'en fait, la laïcité peut défendre l'ensemble des religions, en fait. Elle ne s'attaque pas forcément. Absolument, c'est pas une contrairement attaque. à ce qui est dit à l'une ou l'autre religion. Absolument. Depuis la réémergence de toutes ces difficultés liées à la laïcité, ça a commencé par le port du voile, etc., à l'école. Pourquoi le pouvoir exécutif vous semble parfois hésitant, voire ambigu sur cette question ? Qui est a priori extrêmement clair pour vous, enfin voilà. Les pouvoirs politiques subissent bien des pressions, d'une part, et puis d'autre part, ont, eux, une conception des choses qui ne va pas forcément avec ce qui a été décidé par la loi de 1905. Je veux dire, quand on met en place, à grande échelle, donc au niveau national, quand on met en place l'enseignement privé sous contrat, donc subventionné, et qu'on le finance, de même qu'on va l'intégrer au service public d'éducation il y a quelques années, on va à l'encontre de la loi de 1905.
parce que d'une façon indirecte, on finance les religions. Parce qu'il n'y a pas que l'école privée catholique, il y a 90-95% des catholiques, mais il y a aussi les autres, les écoles coraniques, les écoles juives, etc. etc. Donc, toutes ces religions qui créent des écoles, c'est en fait des écoles concurrentes de l'école publique, laïque, obligatoire, de l'école de la République, et donc c'est impensable que ça reste. D'une part, sur le plan du financement que c'est indirect des religions, et d'autre part sur le fait qu'on accepte par là le formatage des enfants. C'est-à-dire que 20% des enfants de la République, on les abandonne à des écoles qui sont des écoles privées, quoi qu'on en dise, qui ont leur, leur mode de pensée, leur mode d'enseignement, et qui ont, notamment comme l'école catholique, elle a pour but la réévangélisation de la population, en commençant bien sûr par les enfants. Donc, faut pas se leurrer. Donc, c'est pour ça que nous demandons qu'on en finisse avec le dualisme scolaire, avec le financement des écoles privées. Très bien. En matière d'ambiguïté, pouvez-vous nous parler du chanoine de Latran, de la tradition du chanoine de Latran, qui est peut-être justement une manifestation de cette ambiguïté Oui, alors l'ambiguïté, elle est bien sûr dans le fait qu'un président de la République comme M. Macron ou M. Sarkozy avant lui accepte cette charge qui dépend directement de l'autorité pontificale, directement du pape. Mais il y a d'autres signes. Par exemple, quand les évêques se plaignent de la limitation à 30 personnes pouvant assister à la messe, et que le gouvernement cède, alors qu'il ne cède pas sur le reste, il ne cède pas sur les restos, il ne cède pas sur les théâtres, il ne cède pas sur les cinémas, etc., etc., donc il ne cède pas sur la culture, ça signifie une chose, ça veut dire qu'il met la liberté de culte, d'exercer un culte, avant les autres libertés, et notamment la liberté de conscience et la liberté d'expression, qui recouvre toutes les autres activités culturelles possibles et imaginables. Donc il fait un sort tout à fait particulier au culte, ce qui n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, la difficulté autour de la laïcité a conduit à certains attentats. Donc il y a une partie du monde musulman qui ne comprend pas, qui s'exprime défavorablement donc à la laïcité à la française. Les attentats donc sont présents, ils jouent leur rôle en matière de terreur. Pourquoi aujourd'hui il y a un Conseil français du culte musulman qui a été installé par M. Sarkozy d'ailleurs. Pourquoi on entend assez peu de voix musulmanes à l'issue d'attentats ? Alors, je pense que par rapport à cette question, il faut être bien clair. M. Sarkozy a mis la main dans un engrenage qui n'a rien à voir avec un engrenage républicain ou un engrenage laïque, puisque, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les religions sont indépendantes et la République est indépendante. Donc, ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était M. Sarkozy, à organiser le Conseil français du culte musulman, c'est aux musulmans eux-mêmes de s'organiser et de se réformer, de réformer la religion islamique s'ils en ont envie et comme ils l'entendent. Le ministre de l'Intérieur a quand même la charge des cultes, enfin au moins la charge... Non, il n'est plus ministre des cultes depuis 1912. Il n'y a qu'un bureau responsable des relations avec les cultes au ministère de l'Intérieur, point. D'accord. Et donc on devrait s'en tenir là, alors que monsieur le président de la République actuelle, M. Macron, les considère tous les représentants de toutes les religions comme des interlocuteurs privilégiés. Il l'a annoncé en 2018-2019, et c'est ce qu'il continue à faire. Je veux dire, y compris à l'occasion du Covid, il téléphone au pape. Donc on se demande bien pourquoi, mais c'est comme ça. La parole des religieux musulmans tout à fait classiques, honorables, enfin voilà, qui vivent leur religion de manière au sein de la République française, elle serait quand même
importante pour, à l'issue d'événements dramatiques comme la mort de Samuel Paty. Pourquoi il y a une frilosité? Moi-même, pour cette émission, je ne le cache pas, j'ai essayé d'inviter des musulmans voilà, tout à fait honorables, qui vivent leur religion de manière dans la paix. Pourquoi ces carences? Quelle est l'explication? Alors, moi, l'explication que je vois, c'est que il y a des personnes musulmanes qui se mettent en avant, mais qui prennent énormément de risques. Et je pense que si les citoyens français musulmans ne s'expriment pas davantage en tant que tels, en tant que musulmans, c'est parce qu'ils ont peur des représailles qu'ils pourraient supporter. Parce que je pense que on parle de l'islamisme radical. Bon, moi j'utilise l'islamo-fascisme. C'est-à-dire que je fais référence à une organisation de la société qu'est le fascisme, où il y a, toute une organisation de surveillance de la population. Et je pense que les citoyens français musulmans ne se sentent pas de prendre sur le dos le risque de telles représailles. D'accord. Donc il existe des organisations laïques musulmanes et d'ex-musulmans laïcs, mais comme par hasard, ce n'est pas avec celle-là que le gouvernement décide de discuter. D'accord. Une dernière petite question, parce qu'on a largement on a été un peu sur le sujet. Le comité Laïcité République a fait réaliser un sondage par l'IFOP, et j'aimerais bien vous parler des quelques chiffres qui apparaissent au travers de ce sondage qui laissent interrogatif. Par exemple, celui-ci, c'est 57% des jeunes musulmans considèrent que la charia est plus importante que la loi de la République. Et a priori, cette question a été posée en 2016, et aujourd'hui, c'est plus de 10 points depuis 2016. Sachant que cette proportion, évidemment, est largement supérieure chez l'ensemble des musulmans, 38%, à ce que l'on peut voir chez les catholiques, 15%. Donc 57% des jeunes musulmans considèrent que la charia est plus importante que la loi de la République. Ce sondage concerne les citoyens musulmans. Mais, je veux dire, toutes les religions qui se réclament du livre, qui se réclament de la Bible, et donc, je veux dire, l'islam est issu de la même racine, hein, Jésus est un prophète pour les musulmans, donc toutes les religions considèrent que la loi de Dieu est plus importante que les lois de la République. Donc ça ne me surprend pas. Donc manifestement, ça passe. Les jeunes sont plus sensibles à ce. Mais je vais vous donner une anecdote qui risque de marquer malgré tout. Mais quand Monseigneur Barbarin, au moment des manifs pour tous, explique que la seule loi qu'ils connaissent, c'est la Bible, et que la loi divine sera toujours plus forte que les lois de la République, il dit ça publiquement, il est archevêque, il est primat des Gaules, à Lyon, c'est pas n'importe qui. Il se permet de faire ces déclarations publiques tout en poussant les gens à aller manifester contre le mariage pour tous. On lui dit rien. Non. Mais enfin, depuis, il a été rattrapé. Depuis, il a rattrapé par d'autres choses qu'on ne nommera pas. Mais bon, donc, alors, en ce qui concerne la charia, j'ai une petite anecdote parce que, et je la trouve très très bonne, elle m'a été racontée hier par un ami qui est visiteur de prison, qui a été responsable régional et qui travaille encore comme tel, à plus de 80 ans, et qui a instauré au Beaumet un cercle de discussion humaniste, où il se trouve qu'il y a énormément de prisonniers musulmans. Et alors, justement, donc, dans une discussion, les prisonniers en question lui disent « Mais c'est quand même la charia qui est la meilleure, etc. » et tout. Et mon ami Georges, donc, sans être plus choqué que ça, il lui répond « Mais compte tenu de ce que vous avez fait,
Si c'était la charia qui était appliquée, dans cette salle, il n'y aurait que des manchots. Ils n'ont pas pu faire autrement que de lui donner raison. Et je crois que comment dire, si les jeunes sont pour la charia, c'est parce qu'ils ne s'en rendent pas bien compte de ce que ça signifie par rapport à leur propre liberté, à leur liberté quotidienne. Et voilà, donc je pense qu'il y a toute une éducation à faire, notamment par l'école, parce que l'école doit rester totalement indépendante de la société. La société n'a pas à rentrer dans l'école. L'école, elle est faite pour transmettre, pour instruire, donc pour transmettre le savoir acquis par la raison et par le développement des sciences. Point. Donc tous ces chiffres quand même qui effectivement font réfléchir. Est-ce qu'ils vous confortent dans votre rôle de vigie républicaine concernant la laïcité ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux organisations musulmanes laïques, de musulmans laïcs ou d'ex-musulmans laïcs, c'est quelque chose qui me tient tout à fait à cœur. Et je me suis déjà adressé à des instances nationales pour qu'ils en fassent quelque chose. Malheureusement, à ma connaissance, ce n'est pas encore fait. Eh bien, cette émission est terminée maintenant. Merci, Monsieur Decoort. On sent bien qu'on aurait pu rester encore bien plus longtemps sur cette thématique qui vous est chère. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience, votre très très large expérience en matière de laïcité. Espérons que votre éclairage et votre engagement de militant permettront de mieux appréhender le sujet et surtout de préserver les équilibres de paix civile. C'est ce qui nous importe dans cette République. Et c'était bien de le préciser que la laïcité, ça concourt à ces équilibres de paix civile. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir sur le site de la chaîne Varoise. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'émission des dossiers. Merci de m'avoir donné la parole.